Est-ce que vous avez remarqué à quel point nos générations semblent focalisées sur la beauté ? Comme la plupart des personnes de mon âge, je suis sur Instagram. Et comme la plupart des personnes de mon âge, je suis abonnée à des comptes de femmes, que je suis en partie parce que je les trouve très jolies, et que j'éprouve une sorte de fascination hyper étrange pour elles. Alors vous pouvez me juger si vous voulez, mais je pense que c'est une expérience assez commune aujourd'hui, dont on parle pas forcément et qui traduit un phénomène un peu plus général. La beauté est un capital survalorisé dans notre société actuelle. Et en particulier la beauté féminine. Il suffit de constater le nombre de marques, de publicités, de contenus, de représentations qu'on rencontre au quotidien. La beauté est partout, la beauté inonde notre vision du monde. Et on peut penser le sujet comme futile ou sans importance, mais l'expérience du quotidien et Wikipédia disent le contraire. Selon certaines études scientifiques, les personnes jugées attirantes seraient payées 10 à 15% de plus que les autres. Les personnes considérées laides souffriraient plus de dépression. Les peines de prison des personnes dites laides sont en moyenne 20% plus lourdes que les autres pour exactement les mêmes crimes. Les personnes considérées comme attirantes sont perçues comme plus intelligentes et plus dignes de confiance. Selon ces études, il existe donc bien un privilège de la beauté. Mais moi, ça m'intrigue. Comment est-ce que ces études, au juste, jugent la beauté et la laideur? On répète souvent que la beauté est subjective, mais ces études semblent au contraire montrer que c'est pas le cas. Mais alors, existe-t-il du coup une beauté universelle sur laquelle la science s'accorde? Vous avez déjà certainement vu passer ces petites figurines qu'on appelle Vénus préhistorique, et qui seraient pour certains le symbole des canons de beauté préhistoriques en Mésopotamie, pour celle-ci par exemple. Une beauté généreuse avec des formes associées à des symboles de fécondité, et qu'on pense souvent comme une représentation de la beauté idéale de cette époque. Pourtant, on n'a absolument aucune idée si c'était le cas ou non. C'est une des hypothèses avancées, mais en discutant avec des préhistoriens, on se rend compte que il pourrait plutôt s'agir d'un mythe construit a posteriori par des personnes d'époque ultérieure pour qui ce type de corps était leur canon de beauté à eux, et qui ont tout simplement transposé leur vision du monde sur celle de la préhistoire. Cependant, que ce soit les canons de ces époques ou de la préhistoire, une chose est certaine, c'est que ces figurines ne correspondent pas vraiment à nos standards actuels de beauté. Mais alors, comment ça se fait? D'un côté, on a certaines études qui nous disent qu'il existerait du coup des critères entre guillemets universels sur ce que représente la beauté, avec pour preuve le privilège de beauté qui existe, mais de l'autre, l'histoire nous présente des nuances excessivement diverses de ce qu'on considère comme beau. La grande question demeure donc, est-ce que oui ou non, la beauté est universelle? Ou au moins certains critères de beauté sont-ils universels? Mais surtout, pourquoi est-ce que nos critères de beauté changent autant et en permanence? Pour répondre à toutes ces questions, je vous emmène aujourd'hui au musée du Louvre en toute intimité afin de retracer ensemble notre vision du beau avec des cas historiques très concrets et qui cachent beaucoup de secrets sur leur époque. Et pour commencer notre enquête, je suis donc au département des antiquités grecques du musée du Louvre, devant ces magnifiques statues en marbre de monsieur tout nu. Ne vous inquiétez pas, j'y reviens juste après. On est donc au musée du Louvre parce que c'est le lieu parfait pour avoir un visuel sur quels étaient exactement les codes du passé, les codes de beauté. D'autant plus qu'ils viennent de créer, en collaboration avec L'Oréal Group, un nouveau parcours qui durera environ 3 ans, donc ça vous laisse le temps si ça vous intéresse, autour de la beauté de ces rituels et de ces représentations, incluant notamment plus de 40 œuvres majeures expliquées sous cet angle. Je vous le précise pour toutes les personnes qui habitent Paris ou qui s'y rendent de temps en temps en visite, mais nous, on a pu s'aider de certaines œuvres de cette sélection qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais le parcours, qui s'appelle De toute beauté, est bien plus complet et est absolument passionnant, donc vraiment n'hésitez pas. Parce que oui, comme vous vous en doutez, on va pas pouvoir là tout de suite maintenant traiter de toute l'histoire de l'humanité à travers le prisme de la beauté, etc. Ou bien du parcours du Louvre dans son entièreté dans cette vidéo. Donc on a décidé de faire un choix éditorial en se concentrant uniquement sur la beauté en Occident et de l'histoire européenne.
il y a bien une légende qui instrumentalise la beauté et que tout le monde connaît a priori normalement, c'est celle de la guerre de Troie. Cette histoire fascine tellement que chaque époque se l'est réappropriée à sa manière, avec des versions parfois vraiment poignantes, vraiment extrêmement poignantes. Bon, je vous refais pas le topo, mais en résumé, l'histoire de la guerre de Troie, c'est avant tout l'histoire de Hélène, cette go, dont la beauté est telle qu'elle cause en gros une guerre, qui mène à la destruction de la ville de Troie. On pourrait donc partir du principe que si Hélène est la plus belle femme du monde selon les mythes grecs, elle représente probablement l'idéal féminin de l'époque. Alors du coup, comment est-elle décrite dans les textes qui sont parvenus jusqu'à nous? Bon bah, plot twist, on va pas aller très loin. On a quelques récits qui nous disent qu'elle a des belles jambes, ou qu'elle a des cheveux blonds, ou blond-roux, selon les traductions. Mais même dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, bah en fait, il y a juste presque aucune description, à part qu'elle possède des bras blancs, et une longue robe, et des beaux cheveux. Voilà, démerdez-vous. C'est un peu décevant quand on se dit qu'une guerre entière a ravagé des populations pendant des années pour une histoire de beauté, et qu'on ne précise même pas à quoi ressemblait la meuf en question. C'est même carrément étrange en fait. Mais justement, l'absence en dit long. Ces trois caractéristiques, à elles seules, nous en disent déjà beaucoup. On a les bras blancs d'une femme qui du coup ne sort pas de chez elle, contrairement aux hommes. On a une longue robe qui coûte un bras, littéralement, ça coûte cher le tissu. Et des beaux cheveux dont on a le temps de s'occuper, contrairement aux travailleurs et aux esclaves. C'est d'ailleurs un truc qu'on retrouve aussi dans le mythe de Pandore, la toute première femme humaine. Vous connaissez un petit peu, je pense, c'est la Ève de la mythologie grecque en gros. Dans les récits qu'on a de son histoire, elle est décrite principalement par ses vêtements, par ses bijoux, par son voile décoré de 1000 broderies, pas par les traits de son visage, la forme de ses épaules ou que sais-je. C'est presque comme si, pour les Grecs, la femme n'est belle que par ses parures et le statut social que son apparence renvoie. La beauté féminine serait alors un artifice associé à un savoir-faire spécifique, la mise en beauté. Les sources archéologiques et littéraires nous montrent d'ailleurs que ce caractère artificiel de la beauté féminine était une notion ancrée dans les mentalités et les pratiques. On utilise des cosmétiques pour la peau, on entretient ses cheveux, etc. Je vous avoue que là, ça nous avance pas trop. Parce que c'est bien beau de savoir que la beauté féminine en Grèce antique, c'est surtout une question de comment est-ce qu'on se met en valeur. Mais ça ne nous dit pas grand-chose sur ce à quoi il fallait ressembler. En fait, pour comprendre, il faut aller voir du côté des philosophes et des savants. Ça sonne hyper chiant, mais vous allez voir qu'en fait, c'est assez déroutant et ça parle beaucoup. Par exemple, selon Platon, le beau est bon. C'est la qualité d'un objet ou d'un être qui lui fait remplir le mieux du monde la fonction pour laquelle il existe. En gros, une belle marmite, c'est celle qui fait le bouillon qui cuit parfaitement. Il y a même une expression, kalos kagatos, qui résume cette aspiration à l'union du beau et du bon. Il s'agit donc d'être beau physiquement pour être paré des qualités morales associées. Donc, une femme idéale en Grèce, c'est la femme qui tient correctement le rôle que la société lui a assigné. Si on prend Athènes par exemple, qui est la cité grecque qu'on connaît le mieux aujourd'hui, le rôle de la femme est de tenir sa maison, de donner les enfants à son mari, d'être humble et modeste pour refléter l'honneur de la famille, et donc surtout de pas être trop visible. Il y en a même qui disent que le seul éloge qu'on peut faire à une femme, c'est qu'elle ne fasse pas parler d'elle. Ambiance, la place des femmes en Grèce antique, ça avait pas l'air incre, si vous voulez mon avis. Mais du coup, la beauté des femmes est associée à leur rôle, pas tant à des caractéristiques physiques à proprement parler, même si pour nous, aujourd'hui, ça nous semble surréaliste. Parce qu'en réalité, un corps idéal pour les Grecs, eh bien, plot twist, c'est celui des hommes. Mais attention, pas n'importe lequel. L'idéal, c'est par exemple lui. Donc là, pour le coup, on est assez spécifique sur le corps. Mais il y a une raison. Rappelez-vous de Platon et du fameux kalos kagatos. Pour savoir comment être beau, il faut comprendre à quoi l'homme sert. Et dans la société athénienne, l'homme sert à faire la guerre contre les cités voisines et à parler en public pour établir une forme de réputation honorable pour lui-même et pour sa cité. Donc, la beauté masculine est avant tout corporelle. Elle provient de la forme virile des muscles. Il faut être costaud et plutôt bien sculpté. Ce qui est drôle, c'est qu'on a même retrouvé des traités qui expliquent en détail des régimes alimentaires super stricts pour atteindre cet objectif d'un corps idéal masculin. Mais là où c'est assez étrange, c'est que cette valorisation du corps masculin, elle se voit aussi dans la manière dont les femmes sont représentées. Avant l'époque classique, on n'a pas beaucoup d'images de femmes nues, mais quand c'est le cas, on dirait presque des hommes avec des seins, tellement elles sont, pour nos critères actuels, attention, mais tellement elles sont carrées d'épaules et plutôt musclées. Même par exemple la Vénus de Milo, certaines personnes disent qu'elle a un visage de mec. Moi je trouve pas, mais pourquoi pas.
En comparaison, les hommes sont tout le temps représentés à poil. Limite, c'est une obsession. Et justement, c'est parce que le corps est une obsession. À l'époque, on n'est pas dans la représentation du réel, parce qu'il y a des canons qui dictent les règles à suivre pour représenter les gens. Au 5e siècle avant notre ère, il y a même un sculpteur, Polyclète, qui a écrit un traité sur le sujet avec des mesures hyper précises. Par exemple, la tête, ça devait représenter 1/7 précisément du corps. Le torse et les jambes, on devait avoir la même hauteur, à savoir environ 3 têtes. Dites-vous, le gars, il a détaillé jusqu'aux mesures exactes des phalanges, pour avoir des phalanges parfaites. Et ce canon, ces mesures, ça va influencer l'entièreté de notre histoire, pas que cette époque. Parce que ces sculptures, et celles de ses élèves, vont être allègrement copiées, recopiées, adaptées, etc. La statue derrière moi, par exemple, c'est un exemple parfait. Il s'agit d'une copie romaine d'un bronze grec de la tradition de Polyclète, disponible évidemment dans le parcours du Louvre de toute beauté. Il représente donc Hermès. Les Romains mettaient ce genre de sculpture en déco dans leur salon, chacun ses goûts. On ne juge pas. Moi, j'ai une momie dans mon bureau. Et puis, ça a été redécouvert ensuite, à la Renaissance. Celui-ci, par exemple, il a appartenu pendant une petite période à Richelieu avant d'arriver au Louvre. Et là, peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont en train de se dire que ce canon est tout de même très proche de nos standards actuels et de nos body goals masculins. Et c'est ça qui est fou, c'est de se dire que ce canon, qui nous est quand même tout droit arrivé depuis les Grecs, on l'a cultivé à travers l'histoire, en redécouvrant sans arrêt, par exemple, des statues comme celle-ci. Le canon de Polyclète s'inspire probablement des penseurs grecs de son temps. Pour l'école pythagoricienne, le monde s'explique par les nombres, et par conséquent, la beauté, comme tout le reste, peut être rationalisée par son rapport au nombre et l'harmonie qu'il crée. Bref, les proportions, la symétrie, le nombre d'or, tout ça, tout ça. La symétrie du visage revient constamment dans les discours autour de la beauté. Il existe même, dites-vous, des comptes TikTok dédiés au calcul de la beauté, ou plutôt de la symétrie des visages de célébrités. Tout semble faire sens en fait. Le ratio front-nez devrait faire tant de pourcentage du visage, les yeux devraient être écartés de telle proportion par rapport aux narines. De nombreuses études scientifiques ont examiné la relation entre le degré de symétrie faciale et la séduction perçue par le spectateur. La conclusion semble souvent sans appel. Les visages jugés les plus jolis sont les plus symétriques. Pour expliquer ça, certains font appel à l'hypothèse des bons gènes, avancée en 1982 par 2 scientifiques. L'idée en gros c'est que mâles et femelles recherchent chez leurs partenaires des éléments prouvant que ils ont des bons gènes pour augmenter la survie et le succès reproductif de leur progéniture, qui sont en gros de bons reproducteurs. En résumé, femme aime homme musclé parce que plus à même de la protéger de méchants prédateurs waouh waouh. Homme aime femme jeune et saine pour faire plein de gros bébés. Je caricature mais c'est un peu ça l'idée. Alors attention, même si je rigole un petit peu avec le concept, ça veut pas forcément dire que tout est acheté. Enfin, je crois. Toujours selon ces théories, quelqu'un qui présente une asymétrie au niveau du visage a probablement eu des difficultés de développement liées à un problème de santé, de malnutrition pendant la croissance ou d'une mauvaise génétique. Donc, de ce point de vue-là, préférer un partenaire symétrique est évolutivement plus intéressant pour avoir des bébés en bonne santé. En tout cas, ça c'est la théorie. Tout semble faire sens en fait. La symétrie fait la beauté. Très bien. Maintenant, on va faire un petit jeu. Je vais vous présenter les photos et je vais vous demander de noter sur 10 à quel point vous trouvez ces personnes attirantes. Alors là, je pense que vous voyez où je veux en venir, mais il est assez peu probable que vos notes soient actuellement très très hautes. Pourtant, ces visages sont parfaitement symétriques. Et là, on a un gros souci. La symétrie pure ne fait pas tout. Premièrement, les études qui prouvent que la symétrie est un signe de beauté, etc. sont très critiquées pour leur méthodologie. Par exemple, elles sont réalisées sur un tout petit échantillon de personnes. Une méta-analyse, c'est-à-dire une étude qui reprend toutes les autres études sur le sujet, donc c'est un niveau de preuve qui est quand même assez fiable, avait montré qu'on surestime grandement cet effet. Pire, lorsque plus de 100 sujets sont testés, l'effet de la symétrie sur la séduction disparaît complètement. Deuxièmement, est-ce que la symétrie faciale est vraiment un signe de bonne santé et de bons gènes? Parce que oui, l'hypothèse de départ, c'est quand même que la symétrie est liée à une bonne biologie, donc ce serait naturel qu'on préfère ça. Mais au final, est-ce que c'est vrai?
Eh bien en fait, même pas, ou plutôt probablement pas. Une étude de 2014 avait par exemple montré que non, la symétrie du visage ne pouvait pas être associée avec une enfance difficile. Vous pouvez être rassuré, ce n'est pas parce que votre papa est parti acheter du lait et qu'il n'est jamais revenu que vous êtes moche. Oh, ça c'est pas très gentil. En fait, la raison pour laquelle les humains aiment la symétrie, c'est probablement plutôt lié au fait qu'on aime les objets et les motifs agréables qui se répètent, parce que ça permet de reconnaître facilement les objets dans le champ visuel, quelle que soit leur position. Le truc, c'est que c'est pas quelque chose qui est unique à l'humain. Les abeilles, par exemple, préfèrent les fleurs symétriques, et personne n'en fait toute une histoire. En fait, c'est probablement juste que le cerveau fonctionne plus efficacement si les formes sont simples, homogènes et symétriques. Il faut activer, entre guillemets, là je caricature, mais il faut activer moins de neurones à la fois lorsque l'information visuelle est simple. Une étude française avait pu montrer, en 2016, que les visages arrondis, à la peau homogène, aux contours réguliers, sont jugés plus attractifs, et c'est corrélé avec le fait que regarder ces visages active moins de neurones que lorsque les visages sont jugés moins séduisants. Et évidemment, corrélation n'est pas causalité, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais cette étude, très intéressante, laisse à penser que la préférence qu'on a pour un visage symétrique a peut-être été sélectionnée pendant notre évolution, mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. Juste en gros parce que ça économise du jus de cerveau. N'empêche que cette histoire de symétrie, si elle est toujours aussi présente dans nos esprits, c'est surtout un témoignage édifiant sur la manière dont les pensées grecques influencent encore aujourd'hui le monde occidental, notre culture et nos chemins de pensée. Pourtant, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé dans notre vision de la beauté actuelle et qui n'ont rien à voir avec les standards de l'histoire. Observez ce visage. Et même exercice qu'on a fait précédemment, notez, s'il vous plaît, à combien vous le trouvez joli. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, moi ça m'intéresse, j'ai envie de faire un petit sondage. Ok, maintenant observez celui-ci. Lequel a obtenu la note la plus haute? Il est très probable que vous ayez sélectionné celui-ci. Pourtant, si vous aviez été romain, vous auriez sûrement dit l'inverse. On a ici une représentation de femme. Elle est jolie, non? Bon, les goûts, les couleurs, mais on sera tous d'accord pour dire qu'elle a quelque chose. Elle a l'air vraie, elle a l'air vivante, avec des grands yeux, avec des beaux sourcils expressifs, etc. Et ce portrait nous vient tout droit de l'Empire romain. Pas du tout de Rome, de l'Empire romain, mais d'Égypte. La beauté de cette femme est le condensé de plusieurs cultures, égyptienne, grecque et romaine. Et tout à l'heure, je vous ai dit « Ah, ces beaux sourcils !» Mais c'est parce que pendant l'Antiquité, eh bien, des sourcils bien fournis, voire un monosourcil, un petit peu comme ici, était un signe de beauté et d'intelligence. Dans L'Art d'aimer, Ovide nous donne plein de conseils sur comment pécho et séduire et se mettre un maximum en valeur. Et on peut ainsi lire « Vous pouvez remplir artificiellement l'intervalle qui sépare les sourcils. » Et moi personnellement j'ai confiance en Ovide, donc let's go les girls, si vous avez envie de faire un monosourcil, c'est bon, ça a été validé par l'Antiquité. Certaines recherches indiquent qu'on pouvait éventuellement remplir ce petit écart entre les sourcils avec même carrément des poils de chèvre collés pour un effet des plus élégants. Comme quoi les critères, hein. On n'a pas forcément beaucoup de preuves visuelles que le monosourcil était vraiment prisé à cette époque, mais en revanche on a de très nombreux textes qui en attestent. Et les portraits peints du Fayoum, comme celui-ci que je vous ai montré, décrivent assez clairement que les sourcils épais c'était la norme. De nos jours, on a plutôt tendance à éviter ce trait physique. Enfin remarque, il y a eu une petite trend à un moment donné en 2014 avec les Cara Delevingne et tout, mais c'est assez passé maintenant. À une époque, on était même un petit peu plus parti dans l'extrême. Hein. Si vous êtes 10 ans ou 20 ans en arrière, c'était carrément l'inverse avec les sourcils surépilés là. Bref, dans notre culture à nous, quoi qu'il arrive, il faut un espace entre les sourcils. Alors que pourtant, dans certaines cultures actuelles, par exemple au Tadjikistan, un petit pays d'Asie centrale, le monosourcil, c'est vraiment le graal de la beauté. Tout ça pour dire que la question du poil humain est un exemple parfait d'à quel point la beauté est un parti pris esthétique totalement subjectif, qui reflète seulement des caractéristiques d'une époque. Une chose intéressante également, c'est que à l'heure actuelle, on ne connaît absolument aucune culture qui n'ait pas eu, en 10 000 ans d'histoire, d'une façon ou d'une autre, un rapport à la beauté neutre, voire carrément pas de rapport à l'embellissement. C'est d'ailleurs la claque qu'on se prend quand on fait le parcours du Louvre intitulé De toute beauté, créé avec le soutien du groupe L'Oréal. Il n'y a pas eu une seule civilisation qui n'ait pas eu de rapport à la beauté. Dans toute l'histoire.
Le poil, ici, est un exemple presque scolaire. À certaines périodes, on trouvait ça giga stylé, et à d'autres périodes, ça devient très compliqué. Derrière moi se trouve une de mes pièces préférées de la sélection du Louvre sur le sujet. Il s'agit d'une statue en bois de Marie-Madeleine sculptée par Gregor Erhard au XVIe siècle. Et même si elle date de la Renaissance, elle fait vraiment la synthèse de ce qu'est l'idéal de beauté qu'on s'est construit tout au long du Moyen-Âge. Elle montre aussi que la beauté devient une sorte d'attribut féminin à cette époque. La force est aux hommes, mais la beauté est aux femmes. Pendant le Moyen-Âge, la philosophie dominante est grandement influencée par les textes grecs et latins, mais quand même avec un énorme twist, à savoir la chrétienté. Pour Platon, le bien, la beauté et le bon sont des entités objectives, inextricablement mêlées, alors qu'au Moyen-Âge, les trois sont unis en Dieu. Notre physique est donc la réflexion de l'âme. Être beau n'est pas qu'un enjeu social, c'est aussi un enjeu moral. Marie-Madeleine, dans la Bible, c'est une prostituée, une pécheresse, donc, qui se repent auprès de Jésus. Le corps qui est représenté ici est une représentation de son âme, et pas seulement juste de son corps. Elle est en quelque sorte la femme idéale, car de sa condition de pécheresse ultime, elle s'élève à la sainteté. Et la grande question du coup, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à définir que ceci était l'idéal de la morale chrétienne, tout ça? Le peu de choses qu'on apprend concernant l'idéal de beauté de cette époque nous vient des récits grecs et romains. Parce que oui, je sais, hein, on a tendance à se dire que le Moyen-Âge a perdu les trucs gréco-romains et que c'est que à la Renaissance qu'on redécouvre tout nanana. Mais en fait, la perte, elle est vraiment très sélective. Toi tu mules, toi tu crèves. Petit fun fact, les monarques médiévaux aimaient trop faire remonter leur lignage aux héros et aux rois de la guerre de Troie. On va donc être un petit peu moyennement surpris quand on découvre que certains textes sur le sujet étaient des best-sellers pendant le Moyen-Âge. Par conséquent, étant donné que ça a été influencé, on retrouve des critères qu'on a déjà vus, à savoir la peau blanche avec des beaux cheveux blonds, qui nous viennent pourtant de l'Antiquité. On a par exemple Mathieu de Vendôme, au XIIIe siècle, qui nous donne une description d'Hélène de Troie. Oui, encore elle, mais je vous avais prévenu, c'est une obsession historique. Hein. Et du coup, il l'a décrit cette fois-ci avec son regard à lui d'un gars du XIIIe siècle, quoi, en gros. Cheveux d'or, sourcils fins et noirs, sur un front blanc, joues roses, dents blanches comme l'ivoire, ses lèvres sont gonflées et son haleine sent la rose. Un reflet finalement de ce qu'on considérait comme un must-have à l'époque, mais qui dénote tout de même sur un point crucial par rapport à la Grèce. Ici, l'accent n'est pas mis sur la mise en beauté. Parce que oui, au Moyen-Âge, la beauté est un don de Dieu, et Dieu ne crée théoriquement que perfection. Donc toute modification de ce que Dieu nous a donné est un péché, ça fait sens. Ainsi, les prédicateurs voient un enchaînement fatal entre le fait de se mettre du maquillage, de faire la fête, et la luxure. Défaut éminemment féminin, mais qui n'épargne pas non plus les hommes. C'est un peu l'ancêtre en gros de la girl next door. Vous savez, la beauté c'est trop chouette, mais il faudrait qu'elle soit naturelle et pas du tout fait exprès. Ce qui est hyper intéressant d'ailleurs comme concept, c'est trop bizarre. Et l'impact de cette idéologie dans le quotidien, c'est qu'il n'est pas bien vu du tout d'utiliser des artifices ou des cosmétiques. C'est de l'ordre de la tromperie, et tout le monde le sait, tromper, c'est péché. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que pour certains auteurs, parfois, tromper, entre guillemets, c'est juste attacher ses cheveux ou faire une tresse. Donc faites gaffe les filles, hein, l'enfer n'est pas loin, à tout moment vous êtes des sales pécheresses. Là où ça devient un poil compliqué, si vous êtes belle naturellement, donc vous faites aucun effort, vous êtes juste magnifique, etc., et ben c'est aussi un problème, parce que vous distrayez les hommes de leur rôle civique et religieux, donc on s'en sort pas. Donc si on résume, tu dois être giga belle parce que c'est la preuve de ta belle âme, mais en même temps, il faut surtout pas essayer d'être belle activement, sinon c'est péché, et surtout il faut pas être trop belle non plus, pour ne pas détourner les hommes du droit chemin. En termes d'idéal inatteignable, là je pense que c'est la cerise sur le pompon. Alors évidemment, par contre, tout ça c'est la théorie. En pratique, les choses sont, comme d'habitude, bien différentes.
Quand on regarde ce tableau de Pisanello qui représente une princesse inconnue de la maison d'Este, pour notre époque, très clairement, elle a une tête un peu étrange. En fait, c'est parce que on est très loin à ce moment-là d'appliquer la règle du « tu ne t'embelliras point ». Ici, elle est apprêtée. Par exemple, ses cheveux sont très tirés en arrière, on pense même qu'elle s'est carrément épilé la ligne du front. Elle s'est épilé la nuque aussi et les sourcils. On pense même que la forme de son crâne a été modifiée pendant la petite enfance pour donner cette espèce de forme un petit peu étrange pour nous, mais qui était sûrement très cute pour l'époque. Ça se faisait, les Aztèques aussi l'ont fait, c'est une pratique comme une autre. On n'a pas forcément beaucoup de textes concernant les normes de beauté et les pratiques du début du Moyen-Âge. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir du XIIe et du XIIIe siècle, on voit apparaître de nombreux traités médicaux qui discutent, entre autres, de cosmétiques. Ils viennent appuyer ce portrait de femme idéale qu'on a pu deviner dans les textes et les arts, mais montrent aussi que, au moins à partir de cette époque, il y a une demande, une vraie demande de produits cosmétiques. On y trouve moult recettes pour éclaircir les cheveux et atteindre la fameuse couleur safran. Vous savez, le blond roux qui a l'air d'être universellement recherché à cette époque. De nombreuses lotions servent aussi à adoucir, blanchir et unifier le teint. Et de nombreuses préparations permettent d'entretenir les dents et aussi adoucir les odeurs corporelles, on va dire ça comme ça. Et on le voit bien sur ce tableau, mais l'âge idéal est celui de la jeune fille, qui n'est plus enfant, mais pas encore déjà mature. La pureté et l'innocence sont de mise. À l'époque, et je précise bien à l'époque, il est plus séduisant d'être une femme inexpérimentée. La femme vierge est libre des fautes associées à la féminité, non corrompue par la nature profonde de sa condition de femme. Vous savez, Ève, le péché original, tout ça. On découvre ainsi avec stupéfaction qu'il existe même des méthodes pour simuler la virginité lors de la première nuit de mariage. Le truc intéressant, c'est que même si ce portrait ne correspond pas forcément à nos standards de beauté actuels, 5 siècles plus tard, le fond de ces critères n'a pas beaucoup bougé. À l'époque, on considérait qu'il fallait être joli, mais sans artifice. Et aujourd'hui, c'est tout de même un petit peu la même ambiance quand même. Je m'adresse à vous ici, messieurs. Mais fort à parier que si je vous pose la question, vous allez me répondre que vous préférez à choisir une fille naturelle sans maquillage. Là, je fais une petite digression, mais il y avait par exemple la make-up artiste Lisa Eldridge qui racontait que lorsqu'elle bossait sur des films pour maquiller les actrices, souvent les réalisateurs demandaient à ce qu'elle ne porte pas de maquillage du tout pour coller au personnage. Or, lorsque l'actrice arrivait sur le plateau complètement démaquillée du coup, eh bien, il la renvoyait en loge en disant qu'elle ne correspondait plus du tout aux attentes pour le personnage. Et en fait, avec le temps, la make-up artiste avait compris que lorsqu'un réalisateur disait « pas de maquillage », en fait, ce qu'il voulait dire, c'est très maquillée techniquement, mais juste qu'on n'ait pas l'impression qu'elle soit maquillée. Et même sur les autres codes du Moyen-Âge, on a tous entendu parler, par exemple, de l'hymnéoplastie, qui est une intervention de chirurgie pour reconstruire l'hymen. La virginité, ce n'est jamais qu'un symbole d'une forme d'innocence et de jeunesse. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2012, le cofondateur de l'application de rencontre OkCupid avait publié un livre avec certaines infographies qu'il avait partagées et qui avait fait beaucoup parler. On pouvait y voir que l'âge idéal féminin que les hommes préféraient dans l'application de rencontre était autour de 20 ans. Et quel que soit leur âge à eux, regardez la petite courbe. En revanche, l'idéal des femmes est un homme globalement de leur âge. Et là, on peut comparer les deux courbes. Et ce phénomène-là est hyper intéressant. Parce que on a été habitué à entendre un petit peu partout, en gros, que c'est normal que les hommes préfèrent les femmes jeunes. Mais déjà, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, si c'est vrai du coup, comment l'expliquer? Deux visions s'opposent en gros pour justifier ce constat. L'évolution humaine versus la culture. La team évolution s'appuie principalement sur une étude de 1989 qui montre que cette préférence est partagée par de nombreuses cultures. En gros, selon eux, c'est la preuve que la préférence des hommes pour des femmes plus jeunes est universelle et qu'elle serait en quelque sorte encodée d'une manière ou d'une autre dans nos gènes. Leur théorie, c'est que pour les hommes, il y a eu, au moins pendant la préhistoire, un avantage évolutif à choisir des femmes au pic de leur fertilité pour assurer leur descendance. D'un autre côté, on a la team culture qui théorise que les rôles genrés sont déterminés socialement. C'est-à-dire qu'une société qui promeut le patriarcat avec des femmes dépendantes des hommes pour survivre, eh ben il est logique que les hommes préfèrent des femmes plus jeunes et inversement que les femmes préfèrent des hommes un petit peu plus âgés avec donc un patrimoine socio-économique déjà plus important. Après tout, s'il faut être dépendante d'un homme, bah autant le faire avec du champagne. Mais du coup, qui a raison? Eh bien, je suis désolée de vous l'annoncer, pas de suspense, mais probablement la team culture.
En réanalysant les données de l'étude de 1989, qui est souvent utilisée comme la preuve ultime par la team Évolution, la team Culture a montré que les pays les plus égalitaires sont ceux où les hommes expriment le moins d'attirance pour les femmes jeunes, et vice-versa. En même temps, l'écart d'âge entre les membres des couples diminue également dans ces pays. Et puis surtout, la team Évolution n'arrive pas vraiment à expliquer comment un comportement s'inscrirait comme ça dans la génétique. C'est bien beau de dire qu'un comportement est le résultat de l'évolution, mais où est le lien entre le comportement et la génétique ? On pourrait même prendre le problème dans l'autre sens. Dire que les hommes préfèrent les femmes jeunes parce qu'elles sont plus fécondes, ça présuppose que les hommes sont de bons reproducteurs à n'importe quel âge. Sauf que ça en fait c'est faux. Certes, ils peuvent faire des petits soldats toute leur vie, mais ça veut pas dire que leurs petits soldats sont de qualité. Pour faire des beaux bébés bien ronds, le sperme de vieux monsieur, c'est pas le meilleur. Pitié, ne me faites pas sortir cette phrase de son contexte. Si on applique la même manière de penser que la team Évolution sur ce sujet, les femmes devraient elles aussi préférer les hommes plus jeunes parce que la qualité de leur sperme serait meilleure. Or, on l'a déjà vu, c'est pas le cas. Donc, la théorie de l'évolution, c'est hyper cool et puissant, mais l'évolution, c'est aussi surtout un grand bazar. Et ça a le dos très très large pour certaines personnes. Tous les comportements ou les caractéristiques humaines ne peuvent pas s'expliquer uniquement par un avantage évolutif supposé ou par la biologie. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et l'idée d'expliquer la beauté par la biologie n'est en réalité pas du tout une idée nouvelle. Le médecin grec Galien, qui exerçait à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ, pense qu'il existe une relation étroite entre beauté et santé. Et il lie à tout ça la théorie des humeurs, selon laquelle le corps est constitué de 4 humeurs qui doivent être en équilibre à l'intérieur. Et aussi, à la Renaissance, la médecine reposait également sur la théorie des humeurs. On pensait donc qu'être en bonne santé, c'était aussi être beau. C'est aussi le moment où on revient aux philosophes grecs et leurs canons, etc. Et on tente de rationaliser la beauté par les chiffres, le nombre d'or, les proportions, etc. On a donc des tas de textes qui nous donnent des listes de plus en plus longues et de plus en plus précises de ce qu'est la beauté chez la femme, tout en rationalisant tout ça avec la théorie des humeurs ou le nombre d'or. Par exemple, Agnolo Firenzuola, bref, ce gars décrit en 1541 les 8 couleurs de la beauté, associées chacune à une partie du corps. Et justifie ça par « c'est la preuve que les humeurs du corps sont bien équilibrées ». Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, avec les mutations sociales, économiques et juridiques de cette époque, les gens commencent enfin à s'affranchir de Dieu, de l'État et de la notion de famille. En fait, c'est le début d'un certain culte de soi avec des guillemets, hein. Chacun devient vraiment central à sa propre vie, on commence à enfin se regarder un petit peu le nombril. Et c'est assez rigolo d'ailleurs de noter qu'au même moment où surgit la notion d'individualité telle que nous on peut la conceptualiser, les miroirs apparaissent. Parce que oui, il existait déjà des miroirs métalliques polis dès l'Antiquité, mais l'image était hyper étrange, elle était renvoyée de façon déformée et colorée. Les miroirs capables de renvoyer une image claire et limpide apparaissent seulement à ce moment-là, à Venise au XVIe siècle. Le miroir va alors devenir un outil hyper prisé pour les artistes, puisqu'ils vont pouvoir se régaler à jouer avec les reflets, les perspectives, les clins d'œil que ça permet de faire avec la personne qui regarde et tout. Par exemple, dans ce tableau de La femme au miroir de Titien, où un homme tient justement un miroir. Il permet aux spectateurs de voir le reflet de la coiffure de la femme représentée. Et justement, dans les ateliers de peintres de l'époque, on retrouve des femmes et des hommes dont la seule carte de visite, la seule utilité est leur beauté. Ici, la femme au miroir de Titien est un très très bon exemple. Déjà, on n'a absolument aucune idée de qui il s'agit. Certains ont voulu y voir une femme noble, mais sa présence dans d'autres peintures du Titien, où notamment on peut voir certaines parties de son corps, ça vient un petit peu contredire cette possibilité d'une femme de famille noble. Si les noms des modèles sont souvent oubliés aujourd'hui, leur beauté en revanche est éternelle, à jamais immortalisée par les artistes. Cette femme, en tout cas, représente parfaitement la beauté idéale de la Renaissance. Et alors, quel idéal? On va pas changer une équipe qui gagne, on est toujours sur la même chose, un teint qui est très blanc et des cheveux blond vénitien. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que son corps, il est rond et accueillant. On est bien loin des corps ingénus des femmes du Moyen-Âge. Ici, c'est une femme qui est bien en chair, mais considérée comme absolument magnifique.
C'est marrant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, la minceur est souvent admise comme un critère de beauté important à notre époque. Enfin, souvent, on parle plutôt de poids ou d'indice de masse corporelle ou de taille en forme de sablier. Il y a quand même un truc très précis. Et ça, c'est assez intéressant parce que la taille en forme de sablier, là, à la Kim Kardashian et tout, est plutôt définie scientifiquement par ce qu'on appelle le rapport taille-hanche. Et beaucoup de scientifiques ont montré qu'avoir une taille fine était un élément séduisant pour de nombreux hommes. Certains, encore une fois, justifient cette attirance par la biologie et l'évolution. Une taille fine, ce serait une preuve biologique d'une meilleure fertilité. Parce que oui, la fertilité, c'est vraiment une obsession dans ce genre d'argumentation. Parce que l'idée, c'est toujours, encore une fois, de trouver un avantage évolutif à une préférence physique. Bon alors là, accrochez-vous à vos slips, parce que les choses sont très nuancées. Il est vrai que les femmes avec des tailles fines sont en moyenne plus jeunes, parce que c'est en partie lié au profil hormonal qui change avec le temps. On vieillit, les hormones s'adaptent, la silhouette s'épaissit un petit peu, c'est normal. Là pour le coup, on peut dire c'est naturel. Et il est vrai que l'âge est aussi lié à la fertilité. Une femme de 40 ans est moins fertile qu'une femme de 20 ans, c'est comme ça. Et effectivement, le rapport taille-hanche, le plus bas, est plutôt observé chez les femmes en fin d'adolescence. Donc, on pourrait penser que l'explication tient la route. Sauf que le pic de fertilité d'une femme, il est pas à l'adolescence. Et oui, je sais, ça va à l'encontre de tout ce que vous pensez savoir, mais en fait, c'est hyper dur à mesurer parce qu'il y a trop de variables en jeu, genre la qualité du sperme du donneur. Mais en gros, de ce que j'ai pu en lire, la majorité des études s'accordent aujourd'hui autour du fait que le pic de fertilité des femmes serait entre 20 et 30 ans. Et en fait, c'est pareil pour l'indice de masse corporelle et pour le poids. Il y a plein d'études qui contredisent l'idée que la fertilité est associée à la minceur. Ils suggèrent plutôt qu'il n'y a pas vraiment d'avantage évolutif à préférer une femme mince. Le goût pour les femmes bien en chair à la Renaissance, mais aussi dans plein d'autres cultures à plein d'autres époques, prouve assez clairement que la préférence pour ce type de corps en particulier est avant tout culturelle. Et vous savez ce qui est culturel aussi? La masculinité. Est-ce que vous savez qui c'est, ce gars? Bon, normalement, si vous avez eu les mêmes cours à l'école que moi, vous avez directement reconnu la dégaine de notre cher et tendre Louis XIV. Slay. Alors dites-moi si je me trompe, mais clairement, on n'est pas actuellement sur un idéal de masculinité tel que nous on la conçoit aujourd'hui. Louis XIV, c'est un roi guerrier qui personnifie la force et l'élégance de son temps. Mais normalement, vous comme moi, tout ce qu'on voit, c'est juste sa perruque et ses guiboles. En revanche, cette représentation, là, c'est lui et sa cour qui va donner le ton pour toute l'Europe dans les décennies qui vont suivre, en termes de style. Pour affirmer son pouvoir face aux revendications de la noblesse et l'empêcher de comploter, Louis XIV attire les nobles à Paris, puis à Versailles, autour de lui. Il devient aussi le seul à donner des grâces et des domaines, donc pas le choix, il faut trouver comment lui plaire. En gros, sa cour, c'est que divertissement sur divertissement, fêtes somptueuses l'une après l'autre, etc. parce que ça tient occuper les nobles, qui ne pensent plus vraiment à comploter s'ils sont occupés à s'amuser. En gros, les nobles se retrouvent enfermés dans une sorte de cage dorée, avant même de comprendre ce qui leur arrive. Ça me fait vraiment penser au fameux du pain et des jeux des Romains, mais en version pour les plus puissants, quoi. Dans une société où chaque comportement est contraint par l'étiquette, les apparences déterminent le rang social et la position à la cour. Il y a même des lois somptuaires qui interdisent aux bourgeois de porter les mêmes étoffes que les nobles. Il est donc capital de suivre les modes. Modes qui parfois ont beaucoup plus à voir avec des défauts des souverains qu'autre chose d'ailleurs. Un exemple très connu, c'est la fameuse perruque qui aurait été adoptée d'abord par Louis XIII parce qu'il était gêné par sa calvitie. Et Louis XIV, étant de petite taille, avait trouvé comme méthode pour s'agrandir des perruques très hautes et des chaussures à talons, qui sont par la suite devenues à la mode. Tout le monde a suivi. C'est limite comme au collège ou au lycée en fait. La mode est autant un moyen de représenter son rang que celui d'attirer l'attention et de plaire au souverain. Et pour les femmes, là c'est capital. Leur apparence peut littéralement jouer en leur faveur. Le portrait de Marie-Louise de Parme est un super exemple de l'importance du paraître à l'époque. Même les enfants devaient respecter les codes du rang de leurs parents, et sur ce tableau, Marie-Louise, petite fille de Louis XV, n'a que 14 ans. Elle porte une robe à la française, avec des baleines qui amplifient ses hanches, et un corset qui met l'emphase sur sa gorge. Comprenez, gorge. De nombreux bijoux viennent compléter ce look. Et par contre, là où c'est intéressant, c'est que, elle a beau n'avoir que 14 ans, on observe quand même que elle a des cheveux blancs, enfin gris.
Ce qui est quand même assez étonnant sur une enfant de 14 ans. Plusieurs pistes pour expliquer. On peut imaginer que déjà c'est un marqueur de statut. Le blanc et par association le gris est un marqueur de pureté de l'âme, mais aussi le témoignage irréfutable de noblesse et de raffinement. Mais ça pourrait aussi tout simplement être expliqué par la lubie d'une ado de 14 ans qui trouve ça giga stylé les cheveux blancs. C'est exactement comme aujourd'hui, des fois faut pas chercher plus loin. Ça, c'est aussi un héritage de la mode des perruques initiée au XVIIe siècle et de la manière dont on s'occupait des cheveux à cette époque-là. En fait, à l'époque, pour entretenir les perruques et les cheveux, on les lavait pas juste à l'eau, on les aspergeait avec des poudres. Par exemple, ça pouvait être de l'amidon, qu'on pouvait associer parfois aussi à des parfums pour que ça sente bon. La plupart des poudres sont naturellement blanches, c'est pour ça que souvent les cheveux étaient blancs, mais on pouvait aussi trouver un petit peu des fois des poudres colorées, soit pour coller avec sa couleur naturelle, soit pour carrément ajouter une touche de fantaisie. Il y a même eu pendant une période la mode des poudres roses et des poudres bleues. Néanmoins, les poudres les plus utilisées étaient quand même le blanc et le gris, preuve que c'était la couleur la plus recherchée. Pour le teint, le blanc c'est toujours un petit peu la même histoire. C'est la preuve que on n'a pas besoin de travailler, ce qui différencie les classes sociales. Et de manière plus pragmatique, la pureté du teint est aussi particulièrement prisée parce que les maladies de peau sont assez monnaie courante à l'époque. Le blanc de céruse, qui est à base de plomb et donc toxique, était appliqué en couches parfois très épaisses sur le visage, mais aussi sur le cou et la gorge. Certains dessinaient même des veines bleues au crayon pour mettre en évidence leur sang noble. Tout ce blanc prend de telles proportions qu'il faut rehausser le visage avec du rouge, sinon ça fait vraiment fantôme. Et donc on trouve ainsi les premières recettes de rouge qui apparaissent au XVIIe siècle pour ajouter un petit peu de contraste. J'avoue que c'est assez difficile à concevoir aujourd'hui, mais vraiment il faut s'imaginer que les gens à l'époque, hommes et femmes, devaient ressembler à des sortes de poupées de porcelaine. Il n'y en a pas dans ce tableau, mais par exemple on pouvait terminer le look avec, vous savez, les petites mouches, les espèces de petits bouts de tissu noir qu'on dépose sur le visage à des endroits clés pour imiter des grains de beauté. À cette époque, il faut quand même imaginer que la beauté est clairement instrumentalisée par les dynamiques de la cour, comme on l'a dit. Mais en même temps, le XVIIIe siècle amène les Lumières et marque une rupture définitive avec la manière de concevoir le monde et la beauté. Voltaire le souligne d'ailleurs assez bien, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Un point central depuis le début de cette enquête et que je tenais à souligner ici, c'est que parmi toutes les œuvres du parcours de toute beauté du musée du Louvre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, il y avait clairement un biais européen dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Et à ce sujet, il y a une dernière œuvre qui en dit très long sur notre rapport occidental au beau. À l'orée du 19e siècle, Marie-Guillemine Benoît, femme et peintre, expose son nouveau tableau représentant Madeleine, la servante de son beau-frère. C'est un des premiers portraits de l'Académie française représentant une femme noire sans les stéréotypes associés à sa condition. Ici, on est hyper loin de la vision colonialiste habituelle. La posture, l'expression et le regard de cette jeune femme nous donnent juste tout simplement envie, en tant que spectateur, d'observer sa dignité et sa beauté. C'est tout. Faut remettre dans le contexte de l'époque, mais en fait, elle n'est pas là dans ce tableau en tant que femme noire, mais simplement en tant que muse d'un portrait, parce qu'elle est jolie. Ce tableau est selon moi une des nombreuses graines d'une révolution, semée bien avant l'arrivée du changement. Et c'est intéressant à observer, depuis une époque comme la nôtre où la beauté est aussi multiple et diverse. Le sujet de la beauté et du rapport au corps m'a toujours personnellement fasciné. Comment chaque époque, chaque culture utilise des normes différentes pour s'individualiser tout en marquant son appartenance à un système de pensée. Et je vais vous dire, au plus j'en apprends sur le sujet, au plus je réalise à quel point tout ça est tellement subjectif. Et là, ça sonne hyper bateau, mais quand on le conceptualise, ça fait vraiment un petit mindfuck. Autant mettre les pieds dans le plat tout de suite. Comme on l'a dit un petit peu avant, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, avec sa culture, ses goûts et son vécu. C'est d'ailleurs exactement ce qui est mis en avant dans la collection de ce nouveau parcours du Louvre. Chacune d'entre elles représente un véritable point de bascule sur l'évolution des sociétés. Les pratiques de beauté et l'apparence sont très loin d'être de simples sujets futiles dont on moque la vacuité. Ou alors vous pouvez le faire, mais c'est un peu nul en fait. Parce que, en vérité, ce sont de véritables marqueurs civilisationnels. Un miroir des enjeux sociétaux et culturels qui traversent des époques. Et dans ce cadre, la beauté est un outil pour revendiquer une appartenance ou pour se singulariser. C'est une constante de l'humanité. Et pourtant, parfois, j'oublie.
Parfois, quand je lis les commentaires qui m'interpellent parce que j'ai grossi, ou qui m'indiquent par la même occasion que ce serait quand même une super mauvaise chose que j'ai grossi, j'oublie que c'est pas grave, que ça compte pas. Aussi, quand certains me soulignent des détails de mon corps ou de mon visage que j'avais jamais observé avant, tout en me disant que en gros c'est pas bien, ça devient parfois impossible à les ignorer. J'oublie qu'avant tout, je suis pas modèle, je ne suis pas mannequin, je n'existe pas dans cette société pour être jolie, et que mes aspérités physiques, s'il y en a, sont aussi le témoignage de ma force et de ma résilience. Chacun de ces défauts qui sont moqués sur internet, chacune de mes cicatrices, chacune de mes imperfections est le reflet de ce que j'ai traversé et de ce qui m'a façonné. Nos corps racontent aussi nos histoires, parfois mieux qu'on ne saurait le faire de vive voix. S'il y a bien une chose à retenir dans cet épisode, c'est à quel point la beauté dans l'histoire a été diverse. Ce qu'on a jadis adoré peut être aujourd'hui considéré comme dégoûtant par certains. Mais sur quelle base? C'est ok, j'imagine, d'avoir ses propres critères de ce qui est considéré comme beau. Du moment qu'on comprend aussi que ces critères sont totalement subjectifs et ne représentent en rien une vérité qu'il faudrait aller hurler sur la personne devant nous. La beauté n'est pas universelle, elle n'est pas biologique, elle n'a rien de tout ça, et on l'a vu aujourd'hui, la plupart des études de psychologie évolutionniste qui essaieraient de le démontrer ne tiennent pas la route. La beauté est en réalité purement et complètement culturelle, sociale. Notre histoire a très largement influencé notre perception actuelle du beau, y compris de son propre rapport à soi. Vos critères, votre perception de est-ce que vous trouvez cette personne jolie ou non, sont totalement biaisés par votre culture, par votre éducation, par votre époque. Et c'est quelque chose que je voudrais vous partager. On vit malheureusement dans une période où le rapport au corps est omniprésent et inévitable pour tout le monde, homme comme femme. On le sait, c'est vraiment ce qu'on réalise en faisant le parcours du Louvre, mais toutes les époques ont eu un rapport à la beauté et à la mise en beauté. En revanche, à notre époque, ça a pris une place mais juste considérable et quasi inédite par rapport au dernier siècle. Ce qui rend parfois très compliqué le fait d'avoir une approche apaisée à son propre corps. Une chose qui m'a beaucoup aidée quand je recevais ces messages de critiques sur mon propre physique, etc. en 10 ans d'internet, ça a été d'arrêter de me voir comme un simple corps pas assez parfait à vos yeux ou à mes yeux ou à nos yeux, mais plutôt d'essayer de me percevoir comme une illustration, comme une représentation, une peinture de ma propre histoire. Et ça tombe bien parce que j'adore l'art, j'adore les représentations de beauté et j'adore peindre. Mon corps, avec cette façon-là de concevoir les choses, existe alors simplement pour illustrer mon récit. Et ce récit, moi je l'aime beaucoup. Chacun et chacune porte en lui une grâce particulière, un éclat singulier qui, pour qui sait regarder, est la plus belle des vérités. Nous sommes tous et toutes de potentielles muses pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Je terminerai simplement cet épisode en vous conseillant une nouvelle fois très chaleureusement d'aller expérimenter par vous-même ce nouveau parcours du Louvre en collaboration avec L'Oréal Group sur notre rapport au beau dans l'histoire. Et là, je pense notamment aux étudiants ou tout simplement les personnes qui sont hyper curieuses de nature parmi vous. S'il y a une exposition entre guillemets à faire, c'est vraiment celle-ci. Elle est très complète sur le sujet et par ailleurs, comme je vous disais, elle est encore valable pendant 3 ans. Donc vous avez le temps lors d'un prochain passage à Paris par exemple